Réveille-toi du gland. Ta vidéo elle va pas sortir toute seule. Oh, ça va, c'est encore la fête de Noël. Puis il y a encore la fin du mois, c'est bon, j'ai le temps. On est déjà en 2018, abruti. Merde. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on dit? 105. Et puis, bonne année 2018, tout ça. Même sur si ce sera une année de merde comme tous les ans. Tu peux pas dire ça à tes abonnés quand même. Oh, tais-toi, je finis pas de chier, sinon je retourne me coucher. Vas-y, essaye seulement. Bon, il est où ton texte pour l'émission? Hmm. Je trouve pas. C'est quoi déjà le sujet d'aujourd'hui? Bon, d'accord, j'ai compris, on revient dans 3 mois. Salutations à tous les fans d'Histoire Géo. Enfin, surtout d'Histoire, parce que la Géo, c'est chiant. La génifraction se fait grâce au dépôt fluvio-glaciaire par l'épaulement du lac Pro-Glaciaire suite à l'ablation de cette dernière, ainsi que par le transport des matériaux de taille granulométrique fonction de la compétence du vent. Et pour faire les pancakes, n'oublie pas de mettre du Kinder dessus, putain ça défonce. Tu le sens, l'épisode écrit dans la douleur maintenant? Bref, bienvenue dans ce 10e numéro de Gintaverse, l'émission qui parle de Gintama et de son univers. Et pour la 10e émission, quoi de mieux que de se lancer dans un beau gros sujet qui pourrait faire l'objet d'une vidéo de plus d'1 heure, tellement il est vaste. Les références historiques. Je me suis un peu foutu dans la merde avec ça, j'avoue. Pour éviter de tomber dans le lourdingue, je me suis dit qu'il faudrait faire au moins 3 vidéos sur le sujet. Donc pour commencer, on va faire une première vidéo, un peu comme le tout premier Gintaverse, sur l'histoire du Japon en général et son impact sur l'univers de Gintama. Passage en mode documentaire enclenché. Il est inutile de rappeler que Gintama, et plus en général Sorachi, s'inspire beaucoup de faits historiques et sociétaux réels pour créer un nouvel univers. Gintama est donc une uchronie, soit une réécriture de l'histoire japonaise par de nombreux procédés narratifs. Pour cette première émission sur le sujet, on va s'attarder un peu plus sur les bases de la société japonaise de l'époque Edo, et vous allez vite voir à quel point Gintama est bourré de références, pas seulement issues de la pop culture actuelle. Il était une fois le Bakufu, qu'on traduit habituellement en français par le shogunat. Sans entrer dans les détails, il y a eu 3 grandes dynasties de shoguns au cours de l'histoire. Le shogunat des Kamakura de 1192 à 1333, le shogunat des Ashikaga de 1336 à 1573, et enfin, celui qui nous intéresse tout particulièrement dans Gintama, le shogunat de l'époque Edo, à savoir celui des Tokugawa. En l'occurrence, le shogun Shigeshige qu'on suit tout au long du manga n'est autre que l'homologue d'Iemoshi Tokugawa, le 14e et avant-dernier shogun de l'histoire. Si tu te demandes ce qu'est le shogunat, c'est en quelque sorte l'instance politique qui dirige l'armée, et donc par conséquent le pays. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, on s'en rend plus compte, mais il y a eu un temps où l'armée avait également un poids énorme sur la politique du pays. Concrètement, c'est l'empereur qui dirige le pays. Il était d'ailleurs bien installé avant la création du shogunat, mais celui-ci a, à cette époque d'Edo, un rôle beaucoup plus spirituel, bien qu'on lui demande encore son avis sur certaines décisions politiques importantes, comme lors de la succession d'un shogun à un autre par exemple. C'est d'ailleurs intéressant de se dire que c'est la seule personnalité de la haute société qu'on n'a jamais encore croisée dans l'univers de Gintama, alors qu'on sait très bien qu'il existe dans cet univers-là. D'ailleurs, dans l'arc de l'assassinat du shogun, Shigeshige se retire chez lui, justement chez l'empereur, pour y retrouver ses partisans. Sous les Tokugawa, on peut dire que le shogunat a un pouvoir et une influence qui éclipsent l'empereur. On voit à de nombreuses reprises qu'il y a un nombre conséquent de fonctionnaires d'État. Bien que la réalité soit infiniment plus complexe que cela, dans Gintama, il n'y a que 2 factions Tokugawa. Sada, qu'on voit dans l'arc courtisane d'une nation, et le clan Hitotsubashi, représenté par Nobunobu, Yoshinobu de son nom véritable, qui deviendra le dernier shogun avec la mort controversée de son prédécesseur, dans la réalité comme dans le manga. Alors il y a eu pas mal de soupçons sur la nature de sa mort, mais il semblerait bien qu'il soit mort d'une insuffisance cardiaque et non d'un empoisonnement. Le pouvoir du shogunat dépendait énormément de ses nombreux vassaux. La noblesse avait donc un rôle très important sur la société japonaise elle-même. Il y a de nombreux clans cités dans Gintama, qui ont tous plus ou moins leurs histoires racontées dans l'ère Edo. Mais celle qu'on retiendra le plus, à l'instar d'un certain personnage au cache-œil, c'est le clan Yagyu. Comme dans le manga, c'est une famille de seigneurs, de daimyo, désolé pour la prononciation si c'est pas ça, qui est très puissante et qui enseignait l'art du sabre aux personnalités les plus influentes du shogunat, jusqu'aux shoguns eux-mêmes. Mais on a assez parlé politique, et je vous garantis qu'on a à peine gratté la surface. Maintenant, place au Shinsengumi. L'arc des adieux du Shinsengumi, outre son lot de révélations et d'événements importants, nous montre enfin comment s'est formé cet improbable ramassis de ronins de la campagne pour devenir la police d'Edo dont la renommée a traversé les époques. Alors, au risque de décevoir les gens, le Shinsengumi véritable n'a pas eu ce qu'on pourrait appeler une fin heureuse en soi.
Déjà, il n'existait que pendant 5 ans seulement, et les grosses têtes d'affiche qu'on connaît bien ont tous eu une mort assez tragique. Mais comparé aux personnages qu'on connaît bien dans le manga, ben c'était pas vraiment des enfants de cœur non plus. Sans oublier encore qu'ils n'étaient pas installés à Edo, mais à Kyoto. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. À la différence du Shinsengumi qu'on connaît bien, Kondo Isao ou Kondo Izami, son nom véritable, n'est pas le seul créateur de Shinsengumi. Il y en avait un deuxième, Serizawa Kamo. Si j'évoque ce dernier alors qu'il n'apparaît pas dans Gintama, c'est pour évoquer l'actrice qui a connu le Shinsengumi à ses débuts, lorsque ce dernier menaçait son groupe par son comportement un peu belliqueux. Il fréquentait les maisons closes et causait des incidents avec la population, au point que Matsudaira Katamori, donc le Matsudara qu'on connaît, a commandé son exécution. Serizawa était une personne d'influence au sein du Shinsengumi, qu'on pourrait qualifier en français de maître ou d'enseignant. Avec tout ça, difficile de pas faire un lien avec l'arc de la crise du Shinsengumi, où Ito Kamotaru joue le rôle d'antagoniste avant de mourir des mains d'Hijikata. Je sais, le personnage d'Ito a réellement existé et il y a des liens à faire avec son histoire dans Gintama. Je dis juste que Sorachi s'est inspiré de Serizawa au lieu de simplement créer son personnage dans la série. Évidemment, l'histoire présentée par Sorachi est très différente. On notera que c'est par la mort de Serizawa que s'est instauré le fameux code du Shinsengumi qu'Hijikata renvoie sans arrêt dans la série, afin de pousser ses collègues au seppuku. C'est à cause des actions de Serizawa que Kondo et Hijikata se sont rendus à l'évidence que les nouveaux arrivants au Shinsengumi devraient se plier à un code d'honneur très strict. D'ailleurs, si tu veux briller en société, voici les 5 premiers articles que notre cher Hijikata a mis au point. Ouais, en même temps c'est le cas pour tous les samouraïs, donc bof. Même le temps d'aller pisser ? La vache ! Et le calendrier du stade du Shinsengumi alors ? Ouais, et si mon connard de voisin fait la fête le soir, je fais quoi moi ? Mais du coup, tu ne fais plus rien tout seul ? Est-ce que t'es encore un être humain à ce stade ? Merci, Hijikata. Pour revenir à la fondation du groupe, oui, ça s'appelait bien le Roshingumi, car les premiers membres du groupe n'étaient que des samouraïs sans maître, des renins donc. Avant de passer à la suite, petit aparté sur le Mimoharegumi, qui a lui aussi réellement existé. Complètement repompé sur l'organisation du Shinsengumi, comme dans le manga, le Mimoharegumi n'était composé que de samouraïs de haut rang de la société japonaise de l'époque. Tous ses membres, sans exception, faisaient partie de l'élite, et étaient tous des vassaux directs du shogun. Contrairement au Shinsengumi, qui était assigné à la protection du peuple, cette police militaire ne se rendait que sur les lieux huppés, en rapport avec les pontes du shogunat. C'est aussi une façon comme une autre pour Sorachi de justifier qu'on ne les voit apparaître que très tardivement dans le manga, alors qu'on commence justement à étoffer l'envers du décor concernant le monde politique d'Edo à ce moment-là. Il va sans dire que les mœurs et les coutumes étaient très différentes dans le Japon de l'époque d'Edo et celui d'aujourd'hui. Et dans un Gintama où on peut voir d'une scène à une autre des Yakuza, des sabres laser et la sortie de nouvelles consoles Nintendo, c'est pas toujours évident d'y voir clair. Bon après je te balance des exemples comme ça, t'en fais ce que tu veux. Mais il est clair que la ville d'Edo du manga ressemble plus à un mélange architectural de l'Edo d'hier et du Tokyo d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir le Kabukicho, ou le quartier Kabuki dans sa traduction française pour comprendre que ça... Et ça, c'est exactement la même chose. En revanche, la partie crasse du quartier où réside Gintoki est plus ancrée dans l'ère Edo avec l'architecture si particulière des maisons japonaises traditionnelles. D'ailleurs, pour info, le Kabukicho actuel est considéré comme le quartier de la pègre japonaise, donc les Yakuza. Donc c'est assez marrant de se dire qu'on passe notre temps à se foutre de leur gueule dans Gintama, mais au final, c'est eux qui vont gagner la guerre du quartier. Eh ouais. Pour rester dans de l'architecture, le château d'Edo où résidaient les shoguns de la dynastie des Tokugawa a connu un incendie en 1873, donc techniquement quelques années après la fin du manga, si on essaye de restituer les faits chronologiquement. Certaines parties du château ont donc brûlé, mais certains remparts sont encore intacts, ainsi que le fameux donjon qu'on voit dans le manga. Si ça intéresse certains, il est tout à fait possible de le visiter encore aujourd'hui. Par contre, faites pas les cons, hein. Y a encore le gratin qui y réside là-bas. Oui, je parle de l'empereur et de l'impératrice. Bah quoi ? Et ta reine d'Angleterre alors ? C'est quoi ? Et bien entendu, si vous faites un voyage au Japon, la caserne du Shinsengumi est un passage obligé pour tous les fans de Gintama qui se respectent. Personnellement, la première fois que j'ai vu que tous les lieux, ou presque, qu'on découvre dans l'Edo du manga existent bel et bien, ça m'a
pas mal donné envie de faire un petit voyage au Japon. En 1657, et a été reconstruit plus tard vers l'extérieur de la ville d'Edo. En tout cas, l'arc de l'araignée rouge... Red Spider Arc. Mais c'est pourri comme nom d'arc. C'est con parce que l'histoire est vachement bien. L'arc Red Spider, qui a pour antagoniste Jiraiya, plus connu dans Naruto d'ailleurs, nous renvoie directement à ce fameux incendie que Shinpachi Kagura parviennent à arrêter à temps grâce à l'aide de Senzo et des habitants. D'ailleurs, le premier arc du manga dans lequel Yoshiwara apparaît s'intitule bien l'arc enflammé de Yoshiwara. Malheureusement, ou plutôt heureusement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce légendaire quartier des plaisirs, car comme en France, la prostitution officielle n'existe plus. Par conséquent, cette histoire, tout comme les mœurs de l'époque, appartient au passé. Si on s'intéresse aux ninjas, il y a effectivement matière à comparer la réalité et la fiction. Je ne développerai pas ici les nombreux personnages et personnalités issus du folklore ou qui ont marqué leur nom dans l'histoire, mais dans l'absolu, il y a quelques références historiques avérées qui sont faites dans l'arc de l'assassinat du shogun, vis-à-vis des ninjas de l'époque Sengoku, et non pas Sangoku, dans la province d'Iga. Mais les récits de ces derniers sont souvent trop farfelus et fantaisistes pour qu'on s'en fasse une idée assez précise. Les trois clans de ninjas dans Gintama, à savoir Momochi, Fujibayashi et Hattori, ont réellement existé. Il y a d'ailleurs fort à parier que Sorachi s'est inspiré des deux guerres Iga de Tensho qui ont eu lieu en 1579 et en 1581 pour amener à l'invasion des Yato peu avant l'arrivée des héros sur les lieux. Gintama commence par introduire l'invasion des Amanto, qui, par leur puissance technologique écrasante, est parvenue à s'installer durablement dans le pays. Le shogunat et l'empereur se sont alignés sur les vainqueurs, et le port du sabre a été interdit. Clairement, il s'est passé la même chose dans la réalité. Excepté que les envahisseurs ne venaient pas de l'espace, mais des États-Unis. Toujours les premiers quand il s'agit de faire du chantage pour ouvrir de nouvelles voies commerciales. C'est en 1853 que le commandant Matthew Perry pénètre dans la baie d'Edo, et qui pousse le Japon à sortir de sa politique d'isolement et à s'ouvrir sur le monde. C'est à partir de là que se crée la philosophie du Sonoi Joi, Joirishi dans Gintama, qui signifie révérer l'empereur, expulser les barbares. Soit l'idée de se débarrasser de ceux qui venaient coloniser à leur manière le Japon. À cette période, le shogunat avait perdu de son influence en cédant face aux nouveaux venus. Les partisans de cette philosophie se tournèrent naturellement vers l'empereur, lui qui avait perdu tout pouvoir depuis bien longtemps. Bon, évidemment, y a des raisons purement racistes dans tout ça. Mais bon, quand tu vois ce que les Américains vont leur mettre pour se faire entendre... Complètement dépassé par les forces militaires des Américains, le shogunat est obligé de céder et perd peu à peu de son influence jusqu'à ce qu'une guerre civile éclate entre les partisans et les opposants à l'ouverture du pays aux Amanto américains. C'est dans cette tournante entre les années 1850 et 1860 que le Shinsengumi sera fondé et dissous, et que de nombreuses batailles meurtrières auront lieu. Tout ça pour mener à la fin de l'ère Edo, lorsque Yoshinobu, Nobunobu dans le manga, démissionnera de son poste en rendant le pouvoir à l'empereur et en devenant le dernier shogun de l'histoire. Ainsi, l'ère Edo a laissé place à l'ère Meiji. Pour remettre le contexte de l'époque, l'ère Meiji correspond à l'ère industrielle chez nous, avec un peu de retard bien sûr. Mais c'est bien connu que les Japonais rattrapent très vite leur retard, hein? Mais ça c'est une autre histoire. En clair, la différence majeure dans Gintama avec l'histoire véritable, c'est qu'on se situe toujours dans l'ère d'Edo politiquement. Le shogun est toujours en place, et les samouraïs vassaux de ce dernier ont encore le droit de porter un sabre. Mais au niveau sociétal, on est clairement dans une autre version de l'ère Meiji, avec le développement technologique et tout ce qui s'ensuit. Dans la réalité, de nombreuses avancées techniques, économiques et sociales sont apparues avec l'ouverture du Japon sur le monde, comme la création du yen en 1871 ou la première ligne de chemin de fer entre Tokyo et Yokohama en 1872. En quelques années, le Japon a rattrapé ceux qui l'ont asservi, et on sait tous ce qui s'est passé dans les années 40. Et l'ère Meiji est surtout précédée par la purge Dansei, qui est également présente dans Gintama. C'est d'ailleurs au cours de cette période de la guerre du Joirishi que les 4 légendes vont se faire connaître, en tentant de sauver Shoyo. L'ère Meiji est considérée comme une période de progrès, dans le bon sens comme dans le mauvais. Il y a eu beaucoup d'insurrections et beaucoup de changements importants dans l'histoire du Japon pour justifier que Sorachi ne s'inspire d'une partie de ces événements pour construire son histoire. Mais il faut se dire que Gintama aurait très bien pu être un seinen si l'auteur aurait voulu se rapprocher des faits véritables, notamment sur le destin tragique de ses personnages, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler très bientôt. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, car il y a beaucoup de liens à faire entre Gintama et l'histoire du Japon, de l'ère Edo et de l'ère Meiji, que ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. D'ailleurs, le manga simplifie souvent les événements à l'extrême, de telle sorte à ce que ce soit plus facile à comprendre. Parce que l'histoire, c'est compliqué, mais c'est toujours passionnant. D'ailleurs, j'en profite, petit instant promo. Je vous renvoie au blog de Nessisama, ça se prend pas pour un Madao, qui tient un blog régulièrement mis à jour, en tout cas beaucoup plus souvent que cette chaîne, c'est bien connu,
car il faut bien savoir que c'est toujours bon d'avoir plusieurs avis, et c'est comme ça qu'on devient moins con. Et spéciale dédicace à Leslie qui m'a beaucoup aidé pour cet épisode. D'ailleurs, elle tient une fresque assez énorme de 27 pages sur les événements et les faits historiques qui font le lien entre le manga et l'histoire véritable. C'est assez ouf, donc merci à elle encore. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une critique à froid de l'arc Gin no Tamashi, donc l'arc final qui est en train de se terminer en ce moment en manga, et on en fera une après pour l'adaptation animée, ça va de soi. Et il y aura aussi un petit aparté qui parlera des futurs projets de la chaîne, et aussi le Prochain Gintaverse sur les références historiques partie 2, les personnages.